Capsule du cours d'initiation à la métallurgie du 29 octobre. Bienvenue à tous et à toutes. Euh, je vous rappelle en passant que dorénavant, tel que l'exigent les nouvelles consignes du gouvernement et du collège, tous les cours théoriques du cours d'initiation jusqu'à la toute fin de la session, à moins d'avis contraire, auront lieu euh, à distance, en asynchrone. Vous aurez à chaque fois, comme c'était le cas depuis le début de la session, pour chacune des moitiés en alternance du groupe, tous les cours sur différents liens YouTube dont vous avez à chaque fois et dont vous aurez encore accès dans le Léa, dans la partie, dans la section documents distribués, dans cours en ligne. Soit dit en passant, il reste encore une activité pratique de prévue pour la fin de la session, la fameuse activité de fonderie, coulée de l'aluminium, qui, elle, bien entendu, est encore prévue parce que le collège nous autorise à continuer à donner nos laboratoires en présence physique. Donc, vous aurez l'occasion de réaliser l'activité de coulée de l'aluminium incessamment. Je prévois l'activité dans les alentours du milieu fin novembre, donc d'ici de 3 à 4 semaines environ. Comme ça l'avait été pour l'activité de soudage, je diviserai les groupes et en alternance, vous viendrez à la fonderie du département pour réaliser la coulée de l'aluminium en moule en sable. D'ici là, moi, je vais euh, ajouter des notions théoriques. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une nouvelle section. Depuis le début de la session, on s'est intéressé aux métaux au niveau de leur provenance, quel procédé on utilisait pour obtenir des métaux. J'avais parlé surtout de comment on arrivait à obtenir de l'acier, de l'aluminium. Je vais éventuellement être capable de glisser un mot aussi sur de faire à peu près la même chose, mais beaucoup moins élaboré pour le cuivre et le titane et le magnésium aussi. Mais je remets ça un peu plus tard dans la session. Pour l'instant, ah oui, aussi on avait aussi passé du temps sur les opérations de mise en forme par déformation plastique, le soudage. Et il va aussi éventuellement être question d'un autre groupe de procédés de mise en forme, en l'occurrence les procédés de fonderie dont je n'ai pas encore parlé de manière théorique, mais que je réserve un petit peu plus tard de manière à ce que se devance d'une semaine seulement l'activité de fonderie pour que vous ayez encore frais en mémoire certains points importants qui pourront s'appliquer, que l'on verra en théorie et qui pourront s'appliquer lors de l'activité. Ça va vous permettre de mieux comprendre l'activité de fonderie. Mais d'ici là, entre-temps, je vais aborder un nouvel aspect de la métallurgie. On va maintenant plonger au cœur des métaux, à l'échelle atomique, pour comprendre la microstructure des alliages métalliques. C'est quoi un métal en réalité lorsqu'on l'observe de près. Ça va du même coup me permettre de vous expliquer pourquoi que les métaux ont des propriétés mécaniques telles qu'on est habitué d'observer de leur part. Donc, les métaux sont capables de démontrer de la ductilité. On l'a vu à travers le chapitre des procédés de déformation plastique. Donc, ils sont capables de se comporter comme de la plasticine ou de la gomme à mâcher, si vous voulez. Mais ils sont aussi capables de démontrer de très grandes résistances mécaniques, donc de résister à cette déformation plastique-là. Ils sont capables de démontrer de la résistance au choc, c'est-à-dire qu'ils peuvent être capables de ne pas se comporter comme de la céramique et de casser de manière fragile. Donc, les alliages métalliques, en termes de propriétés mécaniques, ce sont des alliés très importants pour nous permettre
de fabriquer et d'utiliser plusieurs objets de la vie de tous les jours, les voitures, les avions, les structures de bâtiments, de manière sécuritaire. Ce que vous voyez à l'écran, euh, des deux images à gauche et en bas, ce sont ce qu'on appelle des métallographies. J'accorderai pas beaucoup d'importance aux métallographies en réalité dans le chapitre, sauf que c'est pour faire un lien avec la microstructure. On peut regarder avec des microscopes les alliages métalliques et observer ce genre d'image. Pour le métallurgiste, le microscope, c'est un outil précieux, la métallographie de manière générale, parce qu'en regardant visuellement le métal de très près, un peu comme on le fait en biologie, où on peut voir des cellules ou des bactéries, ben, avec les métaux, on peut utiliser le microscope pour aller chercher des informations importantes et prédire et expliquer le comportement mécanique des métaux. Donc, il y a un lien à faire entre ce qui est observé dans le métal et ses propriétés. Donc, les métallurgistes, pour s'assurer que certains alliages métalliques se comportent bien, ben, ils vont étudier le métal au microscope. Et vous avez une image à droite qui représente ce qu'on appelle une structure cristalline. Ce que vous voyez ici, c'est une structure qui s'appelle cubique à face centrée. Je vais en reparler d'ici peu, mais c'est pour faire un lien aussi avec la microstructure des métaux. Donc, j'entame le chapitre. Euh, je suis conscient que dans le groupe, vous venez de plusieurs provenances. Vous êtes très différents les uns par rapport aux autres au niveau de votre bagage de connaissances, au niveau scientifique. Vous n'avez pas tous eu les mêmes cours, la même préparation au niveau secondaire en termes de notions de physique, de chimie. Mais pour comprendre la microstructure des métaux, il est difficile de passer à côté du fait que la matière est constituée d'atomes. C'est important pour comprendre un peu ce qui va survenir par la suite au niveau des connaissances en métallurgie. Donc, probablement que tout le monde d'entre vous vous avez eu des cours de sciences de base. Là, je pense qu'au niveau secondaire, c'est encore jusqu'à un certain niveau obligatoire, les cours de sciences, peu importe les préalables exigés en fonction de où vous dirigez après au niveau collégial. Donc, vous avez tous eu l'occasion de voir que la matière est constituée d'atomes. Vous avez ici une représentation, là, je l'ai fait la plus simpliste possible, d'un atome. Vous avez ici l'atome, si on compte les électrons, qui sont représentés par des cercles rouges. Mais au départ, peut-être commencer par parler de la partie centrale qui est représentée par un simple cercle jaune. Donc, peut-être dire au départ que les atomes, on pourrait diviser l'atome en deux parties. La première étant le noyau, constitué de deux particules, les protons et les neutrons. Donc, les protons et les neutrons, ben, ils sont assemblés en paquets entre eux pour former ensemble le noyau de l'atome. Et puis, autour du noyau, à certaines distances, sont réparties une troisième particule dite élémentaire qui s'appelle les électrons. Donc, les électrons, eux, ils sont distribués, un peu comme les planètes qui gravitent autour du Soleil. Les électrons vont graviter autour du proton. Donc, c'est certain que l'image, elle est fixe ici, mais il faut s'imaginer que les électrons, ils gravitent toujours à la même distance du noyau, un peu comme les planètes autour du Soleil. Là, leur distance change très peu par rapport au Soleil lors de leur translation. Mais les électrons gravitent eux aussi dans des distances bien précises. Et ils sont répartis sur différentes distances qu'on appelle des couches électroniques. Ce que vous avez ici comme atome, que j'ai pris comme exemple pour faire un lien, bien entendu, avec le cours de métallurgie, puis avec un métal qu'on connaît déjà, qu'on a déjà abordé dans le cours, vous avez ici l'atome d'aluminium. Donc, si quelqu'un qui est suffisamment à l'aise en chimie, ben, j'avais pas besoin de lui dire que c'était l'aluminium, parce que ne serait-ce qu'en comptant le nombre de points rouges, donc le nombre d'électrons, on en compte 13.
Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une centaine, plus d'une centaine d'atomes différents dans la nature, et ils se distinguent tous de par, à la base, le nombre de protons dans le noyau. Mais pour simplifier le cours ici, je n'ai pas représenté indépendamment les protons et les neutrons dans le noyau. J'ai représenté le paquet de protons et neutrons par un cercle jaune. Mais dans les atomes, il existe un certain nombre de protons et ça va varier d'un atome à l'autre. Et c'est comme ça que fondamentalement, on a décidé de distinguer les atomes les uns des autres de par leur nombre de protons qu'il y a dans le noyau de l'atome. Donc ça commence par 1 et ça peut aller aujourd'hui, là, il existe, on est capable d'identifier 120 atomes différents, donc ça peut aller jusqu'à environ 120 protons dans le noyau. Et dans le cas de l'aluminium, mais l'aluminium, lui, dans le noyau, il y a 13 protons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que théoriquement, pour qu'un atome soit à l'équilibre, il doit y avoir quantité égale d'électrons et de protons. Donc, c'est pour ça qu'on identifie cet atome-là comme étant l'aluminium, parce qu'on a compté 13 électrons et on admet qu'il y a quantité égale d'électrons et de protons dans le noyau, donc 13 protons aussi. Donc c'est bel et bien l'atome d'aluminium, c'est le numéro 13 dans ce qu'on appelle dans le classement des atomes. Donc, les électrons sont distribués sur différentes couches qu'on appelle des orbitales. Il y a toujours 2 électrons dans la première, celle qui est la plus près du noyau. Vous remarquer qu'il y a 2 électrons. Ensuite, dans la deuxième, il y en a 8. C'est comme ça pour tous les atomes. Donc, c'est un peu comme si les électrons étaient assis sur des sièges, sur un manège. Donc, il y a toujours la même quantité de sièges sur chacune des couches. Mais tout dépendant de l'élément, on peut donc répartir la quantité d'électrons de l'atome sur les différents sièges disponibles pour chacune des couches. Donc, il ne peut pas y avoir plus que 2 électrons dans la première pour tous les atomes. Il ne peut pas non plus y avoir plus que 8 électrons dans la deuxième couche. Et dans le cas de l'aluminium, ben, les 8 électrons comblent les 8 places disponibles. Et pour arriver au chiffre de 13, ben, autrement dit, dans les 2 premières, il y a un total de 10 électrons, 2 plus 8. Et pour arriver à 13 électrons, ben, la deuxième couche va accueillir les 3 électrons restants. Il existe plus d'une centaine d'atomes, même qu'il y en a un peu plus que ça, là, autour de 120 atomes différents, malgré qu'au niveau naturel, on arrive bel et bien à une centaine d'atomes, parce qu'au-delà de ça, ce sont des atomes que l'homme a réussi à synthétiser de manière artificielle. Mais dans l'ensemble, on peut admettre qu'il existe une centaine d'atomes différents, avec ayant bien entendu, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, des quantités de protons et d'électrons différents les uns par rapport aux autres. Donc, il y a une liste d'atomes, par exemple, ici, on parle du fer, du carbone, l'azote, le cuivre, le nickel, l'oxygène, l'hydrogène, l'aluminium. Donc, les métaux, ce sont des atomes. Et quand on parle, par exemple, du cuivre, du nickel, de l'aluminium, du fer, ce sont des atomes qui font partie d'une même famille qu'on appelle les métaux. À l'inverse, dans la liste, vous avez aussi le carbone, l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. Eux ne sont pas des métaux. Donc, ils font partie d'une autre famille d'éléments. Et ce qu'il faut savoir aussi, parce que ça va être important à tenir en compte un peu plus tard dans la capsule, dans le cours, c'est que les atomes, ils sont capables de se lier entre eux. Ils sont capables de former ce qu'on appelle des molécules. Donc, vous en avez 4 ici que je propose. Là. Le NH3, ça, c'est de l'ammoniac. Dans des conditions de température et de pression normales, l'ammoniac est un gaz. Donc, l'ammoniac, c'est 3 atomes d'hydrogène et un atome d'azote qui ont décidé de se combiner ensemble en partageant des électrons, par exemple, et en formant ce qu'on appelle une molécule. L'eau que vous buvez, qui est nécessaire bien entendu à la vie, qui constitue la base des océans et des lacs, c'est une molécule. C'est un atome d'oxygène lié avec 2 atomes d'hydrogène. Et vous avez, là si je veux me rapprocher du domaine métallurgique, il y a 2 autres molécules que je vous montre, le carbure de fer qui est présent dans les aciers ainsi que l'alumine, dont on avait déjà parlé dans la section élaboration de l'aluminium. Donc tout ça, c'est des molécules, c'est le résultat d'assemblage de différents atomes. Donc, un atome, ben, dans le cours de métallurgie, là, la suite qui va venir, ça va se simplifier. Parce que, dans le fond, tout ce qui est important de se souvenir,
c'est qu'un atome, c'est parfaitement sphérique. Donc, c'est une boule parfaite. Et ça va être important à tenir en compte pour comprendre la microstructure des métaux. Donc, dans le fond, c'est seulement ça qu'il faut se rappeler. Donc, les atomes, ce sont des sphères. Donc, c'est certain que l'image, là, porte à penser que c'est un disque, un cercle, mais bon, c'est en réalité une sphère. Les structures cristallines. Comment l'ordre se fait? Donc, dans les métaux, les sphères atomiques, à l'état solide, ils vont s'empiler, ils vont s'arranger selon un ordre bien précis sur de longues distances pour former, le résultat final va être une pièce métallique qu'on va pouvoir voir avec nos yeux et prendre dans nos mains. Parce qu'il faut aussi dire que les atomes, c'est extrêmement petit. Donc, lorsque vous prenez une pièce de métal dans vos mains, bien, vous prenez un empilement de plusieurs milliards de milliards de milliards d'atomes empilés les uns sur les autres. Mais ils sont empilés selon un ordre. Ils ne sont pas empilés au hasard. Donc, cet ordre, ça s'appelle un réseau cristallin. Et de manière générale, en chimie, dans les matériaux, il existe 4 réseaux cristallins différents. Il y a 14 façons pour les atomes dans les solides métalliques de s'empiler. Donc, parmi les métaux, les 3 principaux sont la structure cubique centrée, la structure cubique à face centrée et la structure hexagonale compacte. Et là, je vais vous montrer une première structure qui s'adonne à être la structure cubique centrée. Donc, vous avez ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est 9 atomes sphériques qui sont empilés les uns sur les autres. Mais vous voyez que l'empilement n'est pas désordonné, n'est pas chaotique, c'est un ordre, c'est une structure bien déterminée. Les atomes entre eux forment, ce que vous voyez là, ils forment un cube. Donc pour simplifier, là, j'ai représenté un cube avec des points noirs à droite de l'écran. Chaque point noir représente le centre des 9 sphères. Donc vous avez 8 atomes qui forment les 8 coins d'un cube parfait et un 9e atome qui est inséré tout à fait au centre de la boîte du cube. Donc vous reconnaissez cet empilement-là dans l'image de gauche. Vous avez aussi, pour faire un lien avec le cube à droite et le réseau, la représentation du réseau à gauche, une image au centre où là, on a représenté les atomes, mais on a coupé à travers les atomes de coin pour retrouver la forme cubique. Donc ça, c'est le réseau cubique centré. Plus tard, je vous montrerai une petite animation là, qui va nous permettre de mieux comprendre chacun des réseaux que je vais vous montrer. Il y en a 2 autres encore, mais avant de dire que quel métal, par exemple, va adopter cette structure, cet empilement-là, parmi les métaux qu'on connaît, qu'on retrouve le plus souvent, qui sont le plus souvent utilisés par l'humain, ben, le fer, je l'ai mis en orange parce que c'est quand même, le fer, c'est la base des aciers, bien entendu. C'est de loin le métal le plus utilisé par l'homme aujourd'hui. Le fer s'empile en cubique centré. Vous avez aussi le manganèse à l'état pur qui va s'empiler comme ça, le chrome, le vanadium, le niobium. Donc, ce sont des exemples de métaux qui, à l'état métallique, pour lesquels les atomes vont adopter leur réseau cristallin cubique centré. L'autre possibilité d'empilement, c'est le réseau, la structure ou le réseau cubique à face centrée. Donc, on retrouve encore le mot cubique. Bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on regarde le réseau, bien, on se rend compte que c'est encore une fois une structure cubique. Donc, vous avez encore une fois 8 atomes placés dans les 8 coins d'un cube. Sauf que maintenant, on n'a plus un 9e atome au centre de la boîte, on a 6 autres atomes qui sont disposés au centre des 6 faces du cube, tel que représenté, tel que simplifié sur l'image de droite. Donc vous voyez bien là, les 8 points noirs sur les 8 coins et les 6 points noirs qui représentent le centre des atomes placés au centre des 6 faces du cube.
Et vous voyez sur l'image du centre ce que ça donne lorsqu'on place ces atomes et qu'on fait une coupe du cube. Donc, ça, c'est le réseau cubique à face centrée. Et comme exemple métallique, ben, disons que il y a des métaux que vous connaissez bien, pour lesquels les atomes sont empilés de cette façon-là, notamment le cuivre, le nickel, l'aluminium, l'or. Pt, ça c'est le platine, l'argent. Donc peut-être à part le platine que vous connaissez un peu moins bien, les autres métaux sont, vous en avez déjà entendu parler souvent, hein, l'argent entre autres. Et là, vous retrouvez encore de manière assez surprenante le fer. C'est pas une erreur. Le fer peut être empilé en cubique centré, mais aussi en cubique à face centrée. C'est pas tous les métaux qui peuvent s'empiler de deux manières différentes. Ce sont des exceptions. Il y a des exceptions. Le fer en est une. Il y a d'autres métaux, comme le titane aussi, qui peuvent s'empiler de deux façons différentes. On va voir plus tard qu'est-ce qui décide que le fer est empilé tantôt en cubique centré, tantôt en cubique à face centrée. Un troisième et dernier réseau qu'on rencontre souvent chez les métaux que l'homme utilise, c'est le réseau hexagonal compact. Le réseau hexagonal compact est un peu plus complexe que les deux autres. Donc, ce n'est pas un réseau cubique. On voit bien que ça n'a rien à voir avec un cube. De la manière qu'il faut voir ce type d'empilement-là, c'est qu'il faut le voir en trois étages, comme un édifice. Le premier étage du bas, ben, c'est 6 atomes qui sont disposés en hexagone. Chacun des atomes représente un coin d'un hexagone. Et vous avez un septième atome qui est vraiment au milieu des 6 autres atomes. Ensuite, le deuxième étage, ben, c'est 3 atomes en triangle qui vont être assis sur le premier étage. Et le troisième, ben, c'est identique au premier étage, encore 6 atomes disposés en hexagone avec un septième atome au centre. Donc, ça donne ce que vous voyez à l'écran. Si on regarde l'image de droite, où on a une représentation du réseau, mais de manière plus simpliste, avec les points noirs représentant encore une fois le centre des atomes. Vous voyez bien le triangle au centre, là, les 3 atomes disposés en triangle. Et lorsqu'on fait une coupe des atomes pour aller retrouver la structure, bien, on voit ce que ça donne comme résultat. Et comme exemple de métal adoptant normalement ce type d'empilement-là, ben, j'ai parlé tantôt du titane. Le titane, normalement, il est hexagonal compact. Le magnésium et le zirconium, puis j'aurais pu aussi rajouter le zinc, sont aussi des métaux qui adoptent ce type de configuration-là. Pour mieux illustrer les réseaux cristallins qu'on vient de voir, une petite animation, des fois, ça peut aider à la compréhension. Donc, je vais faire partir l'animation. Ce que vous avez ici, c'est le réseau cubique à face centrée, le cube, un dessin du cube tel que je l'avais montré sur l'image PowerPoint juste avant. Et là, on va placer chacun des atomes. Ça ne sera pas long, ça va venir. Donc, on va placer chacun des atomes dans leur position indiquée par la maille. Une maille, là, c'est un réseau cristallin. Donc, vous n'avez pas à lire ce qu'il y a à l'écran à gauche. Là. Ce qui est important, c'est tout simplement de bien reconnaître le réseau cubique à face centrée. La compacité, ça, c'est un concept qui n'est pas vraiment important dans le cours. Et là, vous voyez, les atomes sont placés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'animation permet de faire une rotation du réseau afin donc, je vais faire une petite parade de mode là, au réseau cristallin pour que vous puissiez mieux le comprendre et le voir. Et là, ce que l'animation a fait, c'est qu'il a dessiné une flèche en faisant passer la flèche à travers 3 atomes. 3 atomes faisant partie du même plan. Donc 2 atomes de coin plus un atome au centre, pour spécifier le fait que lorsque les atomes sont empilés en cubique face centré, les atomes
des mêmes plans qui se croisent en passant par l'atome central tel que représenté par la flèche, ils se touchent. Donc, bien entendu, les atomes sont empilés, fait que nécessairement, les atomes ne flottent pas entre eux, ils sont en contact, mais les atomes ne se touchent pas partout. Ils se touchent à certains endroits, dépendamment du diamètre de l'atome et du type d'empilement qu'ils adoptent. Donc, c'est ce que montre la flèche ici, là, c'est les atomes qui se touchent. Comme par exemple, les deux atomes, si on regarde les 5 atomes du plan en avant, bien, les deux atomes de coin supérieur, on voit qu'ils ne se touchent pas. Ils sont à une certaine distance l'un de l'autre. Bien, ça, c'est géométriquement parlant, c'est la manière dont les atomes sont empilés. Les deux atomes de coin supérieur, c'est impossible pour eux de se toucher parce que l'atome au centre les empêche de le faire. Donc, si je redémarre l'animation maintenant, on va voir le deuxième réseau cubique qu'on a vu. Donc, l'animation nous précise que c'est bel et bien la structure cubique à face centrée. CFC, ça veut dire cubique face centrée, avec une coupe, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous remarquez, et ça je vais vous le faire remarquer avec le réseau cubique centré, là, je vais faire une pause pour vous montrer, pour vous attirer votre attention sur un aspect qui va venir important à comprendre plus tard dans le cours. Donc, vous voyez ici le réseau cubique centré, avec la petite parade de mode, et puis, contrairement au réseau précédent, les atomes faisant partie d'un même plan, les 4 atomes de coin en avant ne se touchent pas ni l'un ni l'autre. Par contre, chacun des 8 atomes vont toucher à l'atome au centre. Donc, si on suit la flèche verte qui démarre à l'atome de la face en avant avec le coin devant à gauche, il touche l'atome au centre qui lui-même est en contact avec l'atome derrière dans le plan arrière à droite. Voilà. Et là, j'attire votre attention aussi sur le fait que je vais utiliser l'image de la coupe pour pouvoir mieux l'expliquer. Mais il y a quelque chose de super important à tenir en compte. Et là, je vais mettre la pause ici. C'est que lorsqu'on empile des sphères, peu importe la façon, ben, obligatoirement, vous créez des vides, des interstices. Si les atomes étaient des cubes, ben, on empilerait des cubes, bien entendu, il n'y aurait pas d'espacement qui serait créé par l'empilement de cubes. Mais étant donné qu'on empile des sphères, bien, obligatoirement, on crée des vides, des espaces où il n'y a pas d'atomes. En métallurgie, ces espaces-là, on les appelle des sites. Et je vais revenir plus tard sur les sites parce que c'est important en métallurgie. Ça donne des explications, entre autres, du comportement mécanique des métaux. Le fait que lorsque les atomes sphériques sont empilés, ils génèrent des sites. Voilà. Et puis, on avait aussi abordé un troisième réseau cristallin tout à l'heure, donc je vais aussi le représenter à travers l'animation. Le réseau hexagonal compact. Donc, vous voyez la position de chacun des atomes par des points jaunes. Et comme on le fait aussi pour les deux réseaux précédents, on va placer à tour de rôle les atomes pour compléter le réseau cristallin hexagonal compact avec une petite parade de mode encore. Voilà. Ça, c'est le réseau cristallin hexagonal compact. Voilà. Et les atomes qui se touchent, je pense que... Ah non, on ne représente pas. Donc ça, c'est la coupe du réseau hexagonal compact qui, lui aussi, génère, bien entendu, des vides, des interstices ou des sites, si vous voulez. Voilà. Et là, ben, je reviens à mon PowerPoint, qui, soit dit en passant, vous sera disponible aussi. Il ne l'est pas présentement, mais il vous le sera éventuellement, là, probablement à la fin de mes capsules. Le PowerPoint va bien entendu se rajouter aux autres que vous avez déjà. Donc, réseau hexagonal compact. Voilà. Maintenant, si on avance plus loin, bien entendu, une pièce de métal n'est pas constituée d'une seule maille cristalline. Hein? Parce que tantôt, on a vu que, par exemple, le réseau cubique centré, il y a 8 atomes. Mais une pièce de métal, c'est pas... mettons, vous prenez une pièce de métal d'1 kilo dans vos mains, un poids pour les haltères, constitué généralement en alliage ferreux. Ben, il n'y a pas 8 atomes là-dedans. Là. Les atomes sont extrêmement petits.
Donc, c'est le résultat d'empilement de milliards et de milliards d'atomes. À ce moment-là, il faut aller, on va faire un zoom out, comme on appelle, excusez-moi l'anglicisme, mais les cubes, chacune des mailles cristallines qu'on a vues, elles-mêmes s'empilent les unes sur les autres. Donc, à côté les uns des autres et par-dessus les uns des autres. Pour former ce qu'on appelle le bloc que vous voyez au centre, là, chaque carré, là, chaque mini-cube là, pourrait être représenté par des mailles cristallines de base, là, les 8 atomes. Mettons ici, on a pris comme exemple le réseau cubique centré. Imaginez qu'on empile plusieurs mailles cubiques centrées les unes par-dessus les autres. Et ça va former un bloc d'empilement de mailles que vous voyez ici. Et les atomes, ils sont sphériques. Par contre, la maille cristalline, le réseau cristallin, il est cubique. Donc, à ce moment-là, on n'empile plus des sphères, on empile des cubes. Donc, si vous empilez des cubes parfaitement droits, un peu comme si vous empiliez vos cubes quand vous étiez petit, là, vous avez probablement eu des blocs comme cadeau que vous empiliez pour faire des tours ou des bâtisses ou des murs. Ben, étant donné que les blocs étaient parfaitement droits, ben, lorsque vous empiliez plusieurs blocs les uns par-dessus les autres, ben, la tour que vous aviez fabriquée demeurait là, parfaitement perpendiculaire par rapport au niveau du sol. La direction d'empilement demeurait constante. Mais s'il se passe la même chose, lorsque vous empilez des cubes parfaits les uns par-dessus les autres, ben, on obtient un résultat, un bloc, si vous voulez, comme vous voyez à l'écran. Et le bloc, ben, en métallurgie, on va l'appeler un grain. Donc, c'est un mot qui est important à se rappeler parce qu'il va revenir plus tard dans la capsule. Donc, une zone dans laquelle les mailles se sont empilées pour donner un bloc d'une seule direction, comme vous voyez à l'écran, ça s'appelle un grain. Donc, tantôt j'ai utilisé l'analogie de construire un édifice. Là. Donc, lorsque les atomes s'empilent les uns sur les autres pour former à la fois les mailles cristallines et un grain, ben, c'est un peu comme si on construisait un édifice, une tour ou un building. Donc, quand on construit un building, là, les ingénieurs puis les travailleurs, ben, ils font en sorte que le building, là, il reste droit. Il n'ira pas tout croche, à part le mât du stade olympique, là, puis la tour de Pise. De manière générale, les buildings, ben, étant donné que toutes les poutres sont égales les unes à côté des autres, ben, au fur et à mesure que le building est construit puis qu'il monte en altitude, ben, il demeure droit et parfaitement perpendiculaire au sol. Donc, c'est un peu comme ça que les atomes vont s'empiler. Ils vont conserver l'orientation. Et là, les atomes vont se greffer. Le bloc que vous voyez à l'écran, on peut s'imaginer qu'il va grossir encore, comme le building qui grossit au fur et à mesure de sa construction. Donc, le grain va être construit au fur et à mesure par l'arrivée de nouveaux atomes ou de nouvelles mailles cristallines. Et l'orientation va être conservée. Voilà. Maintenant, si on s'éloigne un peu plus du métal, lorsque vous observez un métal, on se rend compte que on peut distinguer plusieurs zones, telles que vous avez un petit dessin à droite. Là, à droite, c'est pas une vraie métallographie, c'est un dessin pour faire le lien avec le cube qui est ici. Ben, vous distinguez dans le petit dessin à droite qu'il y a, si vous comptez les zones, là, il y en a 5. Et puis là, dans chacune des zones, vous avez les quadrillages qui représentent l'orientation de l'empilement des atomes pour former le grain. Donc, ce que vous avez ici, les zones, en réalité, ce sont les grains. Donc, l'image vous montre une zone d'un métal. Il vous montre 5 grains dans un métal, les uns un à côté de l'autre. Donc, l'ensemble des grains, ça s'appelle une structure métallique. Et là, je mets en évidence par un petit carré rouge une frontière entre deux grains. Donc, vous voyez là que les grains, ils sont collés les uns sur les autres et ils sont séparés par une frontière, par des frontières. Les frontières en métallurgie, ils portent un nom particulier. On utilise un terme précis. Donc ici, vous voyez, c'est un peu comme si on regardait de plus près la zone du carré. Là. Puis là, on est en mesure de voir les atomes, les cercles qui représentent les atomes.
À gauche, vous voyez que les atomes sont enlignés dans une certaine direction. Si vous êtes en mesure d'observer comme il faut là, sur votre ordinateur. Et dans la partie droite, on voit que les atomes sont enlignés dans une autre direction. Donc, on a affaire à deux grains et qui sont séparés par une frontière qui est au centre de l'image, qui est ombragée, dans lesquels vous avez d'autres atomes qui, eux, vont assurer une transition entre les deux directions différentes de chaque côté. Donc, cette zone de transition-là, la zone ombragée, elle est la frontière entre les deux grains. Donc, qui est représenté, que j'ai mis une évidence en rouge ici. Et le terme utilisé pour décrire finalement cette jonction, cette frontière entre les deux grains, cette zone de transition, on appelle ça des joints de grains. Donc, c'est une zone de transition. Donc, on n'utilisera pas le mot frontière, on va utiliser le terme joint de grains. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on vient d'apprendre, on part d'un atome, voilà, sphérique, bien entendu. On peut les empiler pour former un réseau cristallin, par exemple cubique centré. Et là, d'autres atomes, pour former d'autres mailles cristallines qui vont s'empiler les unes sur les autres. Donc, chaque cube que vous voyez ici pourrait représenter une maille pour former ce qu'on appelle un grain dans une orientation précise. Et plusieurs grains qui forment une structure métallique. Pourquoi plusieurs grains? Donc, pourquoi dans un métal, il y a des zones dans lesquelles les atomes n'ont pas voulu s'empiler toutes dans la même direction dans tout le volume de la pièce? Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque grain du métal est issu d'un germe ou un lieu de naissance de la phase solide. Chaque métal que l'homme utilise, toutes les pièces de métal que vous utilisez, que ce soit une roue de voiture, que ce soit les pattes de la table de votre salle, sur la chaise sur laquelle vous êtes assis lorsque vous êtes en classe, n'importe quoi en métal a été à un moment donné en phase liquide lors de sa conception, lors de son élaboration. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, il a fallu que le métal liquide, pour avoir la pièce que vous utilisez en bout de ligne, ben, qu'elle se solidifie généralement dans un moule. Et chaque métal qui se solidifie va se solidifier à plusieurs endroits différents en même temps. Là, je vous montre une image qui essaie de décrire ce phénomène-là. L'image que vous voyez, il y a 4 carreaux, là, 4 photos. Disons que c'est des photos que l'on prend du métal lors de son processus de solidification dans un moule quelconque. L'image qui est en haut à gauche représente le premier stade, à partir du moment où on vient tout juste de déverser du métal liquide dans un moule, comme vous allez le faire lors de l'activité de fonderie. Bien, dès le départ, dans le métal liquide, à différents endroits, va apparaître des germes. Des germes, ce sont les premiers points, des atomes qui, au départ, étaient à l'état liquide, mais qui décident entre eux de commencer à s'empiler de manière ordonnée. Et là, on parle à partir de ce moment-là de la phase solide. Et là, vous voyez, dans l'image, vous pouvez voir trois germes là, qui sont assez gros, dans lesquels ils ont des formes particulières qu'on appelle des dendrites, ici. Là. Vous en avez d'autres, des plus petits, distribués. On pourrait dire qu'au total, il y en a environ une dizaine, une douzaine même, de points de naissance de la phase solide. Donc, ce sont des germes. Et pendant l'évolution de la baisse de température, au fur et à mesure que le métal va se solidifier, bien, ces germes-là vont grossir. Les atomes métalliques liquides qui surnagent à proximité des germes bien, vont tout simplement se greffer. Ils vont aller se placer à des endroits bien spécifiques en respectant la structure cristalline et croître. Donc, vous avez la deuxième étape qui vient ici, où là, on voit que les germes, avec le temps, ont grossi. Ben, c'est pas que oui, les germes ont grossi, mais c'est parce que d'autres atomes sont venus se greffer. Donc, c'est vraiment là l'analogie avec la construction d'un édifice.
Hein, l'édifice, il se construit comment? En ajoutant des poutres au fur et à mesure. Ben, ici, les germes grossissent en ajoutant des atomes au fur et à mesure. Et là, vous voyez que chacun des germes qui sont apparus ont eu la chance de croître de manière indépendante les uns des autres. La partie ombragée tout autour, c'est encore la phase liquide. Et là, au fur et à mesure que ça évolue, vous voyez que la phase liquide prend de moins en moins d'importance. Si on regarde l'image en bas à gauche, la phase solide prend de plus en plus de place, la solidification évolue, les grains grossissent. Là, on pourrait dire que maintenant, on n'a plus affaire à des germes, ce sont maintenant des grains. Et résultat final, lorsque la solidification est complétée, on a le résultat final que vous voyez en bas à droite, où là, vous avez les lignes qui servent de frontière entre les grains. Donc, on s'aperçoit, surtout quand on regarde l'image, la troisième étape, l'image qui est en bas à gauche, qu'à un moment donné, ben, les germes ou les grains, ils vont finir par se rencontrer pour compléter la solidification. Et on se rend compte qu'ils ont toutes pris des orientations différentes. Les germes, au départ, là, la première étape, ils ne se sont pas parlé pour s'entendre sur une orientation précise. Ils sont apparus, ils ont pris une orientation au hasard, chacun de leur côté, mais c'est seulement lorsque les grains se rencontrent à la toute fin que l'on s'aperçoit que les orientations diffèrent d'une zone de solidification à l'autre. Et le résultat final, lorsque la pièce est entièrement solidifiée, ben, on a à faire, chaque germe est devenu un grain. Donc, un grain, c'est une zone du métal dans laquelle les atomes sont tous orientés dans la même direction et le grain voisin a une autre direction d'empilement. Donc, les grains se diffèrent entre eux de par la direction cristalline. Donc, par définition, c'est ça un grain. Un grain, c'est une zone du métal dont l'orientation cristalline est précise et différente d'autres zones du métal. Donc, la solidification s'amorce donc en plusieurs endroits simultanément dans la masse liquide lors de la coulée du lingot, je l'avais déjà dit tout à l'heure. La solidification se développe donc ainsi, progressivement dans des directions différentes, d'un germe à l'autre. Voilà. Donc, ici. Donc, et là, ça va compléter l'explication de pourquoi on a plusieurs grains. Donc, on part du fait que maintenant, si on considère deux atomes qui vont agir comme germes, imaginons que vous avez des atomes qui vont agir comme germes dans la masse liquide. Donc, quand la température refroidit, plusieurs atomes vont se greffer à deux endroits différents, disons. Donc, vous voyez que j'ai pris la peine de donner deux orientations différentes aux deux émailles cristallines représentées respectivement à gauche et à droite de l'écran. Donc, il y en a une qui est droite par rapport à l'écran, il y en a une qui est penchée à environ 45 degrés. Donc, ça va donner, autrement dit, la direction maintenant, elle est imposée. Et là, les d'autres mailles vont respecter l'orientation de départ, chacun de leur côté. Donc, c'est ce que ça permet de mieux comprendre là, la raison du pourquoi on se retrouve avec plusieurs grains dans un métal lorsque la solidification est complète. Dans un autre ordre d'idée maintenant, définir ce qu'est maintenant comme il faut un alliage. C'est certain que moi j'ai déjà parlé d'alliage dans les débuts du cours, mais maintenant on va mieux comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Donc, par définition, là, un alliage, c'est une substance composée d'un minimum de deux éléments chimiques différents, dont au moins un est un élément métallique. Donc, ça prend un métal mélangé avec d'autres atomes pour dire qu'on a affaire à un alliage. C'est en fait donc une solution solide, parce que les métaux qu'on utilise, peut-être à part le mercure dans les thermomètres, là, qui est un métal mais à l'état liquide, là, la plupart du temps, les métaux qu'on utilise sont bien entendu à l'état solide, mais on peut quand même utiliser le mot solution solide. Souvent, quand on utilise le mot solution, c'est pour décrire, par exemple, une eau contenant du sucre ou du sel, donc à l'état liquide,
une solution liquide, ou encore de l'eau mélangée avec du vinaigre, qui est une autre solution. Donc, on a affaire à deux molécules différentes. Le vinaigre, c'est une molécule de CH3COOH mélangée avec de l'H2O. On a deux constituants différents mélangés l'un dans l'autre. On a donc ici une solution liquide. Mais dans le cas des alliages métalliques, on va parler de solution, mais cette fois-ci en utilisant le mot, bien entendu, solide. Il existe des alliages binaires. Binaire, bi, ça veut dire deux, donc composés de deux éléments chimiques différents. Il existe des alliages tertiaires, composés de trois éléments chimiques différents, et ainsi de suite. Donc, on peut utiliser le mot quaternaire, et ainsi de suite. Donc, un alliage, c'est une solution solide en métallurgie. Par analogie, mettons si vous avez au départ un morceau de fer pur, qui est représenté ici par une petite tige, une petite section de métallique de fer, bien, lorsqu'on a un fer pur, on ne parle pas d'alliage, on parle du fer, donc d'un métal pur. Mais aussitôt qu'on ajoute autre chose, comme du carbone, du nickel, du chrome, comme par exemple ici, qu'est-ce qu'on aurait si on ajoutait beaucoup de chrome, là, en haut de 12%, avec en haut de 6 à 8% de nickel, avec un peu de carbone, bien, ce que vous auriez ici, le résultat, par l'ajout de ces trois éléments-là, on aurait un acier inoxydable. On les a vus, les aciers inoxydables, dans un chapitre précédent. Donc là, on aurait un alliage. Ce qui donne, cette fois-ci, là, ça donne une meilleure résistance à la corrosion. Et aussi une meilleure résistance mécanique que le fer pur. Par analogie, ben, lorsqu'on parle de solution, on pourrait peut-être penser à de l'eau chaude, une tasse d'eau chaude dans laquelle on peut mettre du café, du sucre et du lait. Fait qu'on, là, cette fois-ci, on a une solution. Donc, un café au lait. Et pourquoi qu'on va mettre du sucre, du lait et du café? Bien, parce que c'est meilleur au goût, puis ça réveille le matin. Donc, il y a un intérêt à rajouter des corps étrangers dans un solvant, comme il y a intérêt à ajouter des éléments d'alliage dans une base métallique. Si on pousse un petit peu plus loin maintenant, un alliage peut être une solution solide d'insertion. Donc, ici, vous avez, comme par exemple, la matrice cubique centrée de fer. Les atomes de carbone, eux, qui sont représentés en bleu, bien, voyez ce qu'ils sont positionnés. Ils sont insérés entre les atomes de fer. Donc, le carbone est en solution dans la matrice de fer. Donc, en métallurgie, lorsqu'un atome est capable d'aller dans les vides, tantôt j'ai parlé que lorsqu'on empile des atomes sphériques, on crée des espaces, des sites, bien, le carbone, justement, est capable d'aller se loger dans les sites laissés par l'empilement des atomes de fer dans le réseau cubique centré, par exemple. Un autre type de mise en solution, un exemple classique, le cuivre, du zinc dans le cuivre. Donc, si vous partez de cuivre pur et que vous ajoutez des atomes de zinc, bien, on va créer ce qu'on appelle une solution solide de substitution. Donc, ce qui va arriver, c'est que les atomes de zinc, ils n'iront pas dans les sites. Ils sont trop gros. Ils vont plutôt remplacer des atomes de cuivre pour participer à faire leur réseau cristallin. Dans ce cas-ci, du cuivre, il est cubique à face centrée. Donc, en passant, là, lorsque vous avez un alliage cuivre-zinc, ça s'appelle des laitons. Mais je reviendrai pour décrire un petit peu plus tard les différentes formes de mise en solution. On va aller donner plus de détails là-dessus un peu plus tard. Tantôt, j'avais dit que le fer était une exception. Il était une exception au niveau du mode d'empilement que les atomes de fer prennent lorsqu'ils s'empilent à l'état solide les uns sur les autres pour adopter la maille cristalline. Donc, les atomes de fer ne se regroupent pas sous un seul type d'édifice cristallin. Dépendamment de la température, les atomes de fer s'organisent en cubiques à face centrée. On l'a vu tantôt, il faisait partie de la liste des métaux que j'ai présenté tantôt comme exemple pour le réseau cristallin cubique à face centrée, mais à condition qu'on grimpe sa température en haut de 910 degrés C. Donc,
C'est la température qui, au départ, va décider si les atomes de fer sont cubiques centrés ou cubiques à face centrée. Donc, ils vont adopter ce type d'empilement qu'on connaît déjà, là, qui est représenté à droite de l'écran, mais à condition que le fer soit grimpé en haut de 910 degrés Celsius. Par contre, si le fer est maintenu en bas de 910 degrés C, ben, le fer va demeurer empilé en cubiques centrés. Donc, les morceaux de fer que vous touchez, l'acier, ben, de manière générale, parce que vous les touchez à température ambiante, bien en bas de 910 degrés C, on peut donc admettre que les atomes de fer sont cubiques centrés à ce moment-là. Cette caractéristique, cette propriété qu'ont les métaux d'être capables de s'empiler selon plus qu'un mode d'empilement, ça s'appelle l'allotropie. Donc, on dit que le fer est un métal allotropique. Donc, selon la température, il peut être tantôt cubique à face centrée ou cubique centré. Dans le cas du fer, la limite entre les deux est de 910 degrés C. Tant qu'à être sur le sujet du fer, je vais décrire la microstructure de l'acier. J'ai déjà parlé de l'acier, bien entendu, mais en termes de fabrication. Maintenant, il est venu le temps de parler de l'acier, mais en termes de microstructure. La ferrite. Qu'est-ce que la ferrite? Donc, la ferrite, ça ressemble au mot fer. Bien entendu, ferrite vient du mot fer. Bien, la ferrite, par définition, c'est une petite quantité de carbone dissous dans le fer cubique centré. Et là, on parle d'un maximum de 0,008%. Donc, vous voyez que ce n'est pas beaucoup. 0,008%. Donc, vous avez ici le réseau cubique centré dans lequel on va insérer un atome de carbone qui est représenté en noir. C'est la structure la plus molle de l'acier. Le fer pur est plus mou que la ferrite. Mais aussitôt que vous avez du carbone de mélanger au fer, le fer pur ne peut plus exister. Il y a une partie du carbone qui va être capable de demeurer insérée dans les sites laissés par le réseau cubique centré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette présence de carbone-là donne beaucoup de résistance au fer pur. Donc, on a affaire ici à la ferrite. Une deuxième structure qui peut apparaître dans l'acier, on l'appelle l'austenite. L'austenite, c'est quoi? C'est du fer et du carbone aussi. Mais une quantité de carbone au maximum 2% dissous dans le fer gamma cubique à face centrée. Donc, vous pouvez laisser oublier le terme gamma. Là. Gamma, c'est une appellation qui fait référence à des symboles qu'on utilise pour décrire la structure du fer cubique à face centrée. Donc, CFC, ça veut dire cubique à face centrée. Donc, je représente l'image ici. Donc, vous reconnaissez la structure cubique à face centrée. Et j'ai représenté cette fois-ci 4 atomes de carbone qui peuvent être insérés dans la structure. Pourquoi 4? Bien parce que l'austenite est capable de dissoudre 2% au maximum, tandis que la ferrite, au maximum, est capable d'en dissoudre 0,008. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les atomes sont empilés en cubique face centrée, donc en l'occurrence, ce qu'on appelle l'austenite, lorsque les atomes sont empilés de cette façon-là, les espaces entre les atomes sont plus grands et ils sont capables d'accepter beaucoup plus de carbone. Il y a beaucoup plus de carbone qui sont capables de s'insérer dans les sites que les atomes dans les sites lorsque le fer est cubique face centré que lorsque le fer est cubique centré. Donc la solubilité du carbone dans l'austenite est beaucoup plus grande que la solubilité du carbone dans la ferrite. Une autre structure qui peut apparaître dans l'acier, la cémentite. Et là, la cémentite, ça, c'est pas du métal. C'est une molécule. On appelle ça un composé intermétallique de fer et de carbone. On appelle ça un carbure, plus spécifiquement. Et là, je représente la cémentite par 4 atomes, 3 atomes de fer. Les 3 sphères bleues que vous voyez, ce sont des atomes de fer avec un atome de carbone.
Et là, les atomes sont liés entre eux par une ligne. Et imaginez une pyramide à base triangle. Chacune des pointes, donc ça fait 4 pointes. Chacune des pointes, ça représente la position des 4 atomes. 3 pointes pour l'atome de fer, pour les 3 atomes de fer et une pointe et un atome de carbone qui va occuper la 4e pointe de la pyramide. Et ce qui distingue cet assemblage-là par rapport aux deux autres, c'est que cette fois-ci, les atomes sont attachés entre eux par un lien chimique. Donc, c'est une molécule. Tandis que les atomes qui sont empilés, les métaux qui sont empilés les uns sur les autres, ce n'est pas des molécules. Donc, il y a une différence entre les deux. Les électrons, dont on a parlé tout à l'heure, ils peuvent assembler entre eux des atomes en gravitant à tour de rôle autour des noyaux. Donc, ça fait comme une corde qui attache les atomes entre eux. Ça peut faire, entre autres, le carbure de fer que vous voyez à l'écran en bas. Tandis que les atomes dans une structure métallique, ils ne sont pas attachés entre eux. Okay? Ils sont tout simplement en contact entre eux. Ils ont une attirance entre eux, mais ils ne sont pas attachés entre eux. La cémentite, dans l'acier, c'est la structure la plus dure. Les réseaux, les types les atomes, lorsqu'ils sont empilés, ça offre pas beaucoup de résistance. C'est mou, c'est pas très dur. Tandis que la molécule de cémentite, elle est très dure. Par contre, elle n'est pas du tout ductile. Et finalement, une quatrième et dernière structure, la perlite. Bien, la perlite, c'est quoi? C'est un mélange de ferrite, donc la première structure qu'on a abordée, donc cubique centré avec un peu de carbone de dissous, avec de la cémentite, en fines lamelles. Donc ça, on appelle ça de la perlite. Donc, mélange de ferrite et de cémentite. Et voilà. Donc, avant d'aller plus loin, peut-être aller donner d'autres détails, c'est que les aciers, ils sont capables d'être ductiles, ils sont capables d'être résistants au choc. C'est la contribution de la ferrite et ou de l'austénite. Mais les aciers sont capables d'être très résistants. Résistants à l'usure, résistants mécaniquement. Contribution de la cémentite. Et ces phases-là, lorsqu'elles sont finement mélangées l'une dans l'autre, ça donne une structure globale qui est à la fois capable de démontrer de la résistance au choc et de la ductilité, mais aussi de grande résistance mécanique. Comment les alliages durcissent-ils? Qu'est-ce qui fait que les métaux, tantôt ils sont mous, tantôt ils peuvent être beaucoup plus résistants mécaniquement? Quelle astuce les métallurgistes prennent-ils pour faire en sorte que les métaux puissent offrir de grandes résistances mécaniques? Il y a 5 méthodes pour provoquer une augmentation de dureté et de résistance chez les métaux. La première, c'est le durcissement par déformation plastique. Donc, la déformation plastique, c'est pas nouveau dans le cours. On a consacré 1 heure ou 2 aux opérations de déformation plastique, le laminage, l'extrusion, le pliage, etc. Donc, ces opérations de mise en forme pour fabriquer plusieurs pièces d'usage sont utilisés les procédés de déformation plastique. Mais ce que je n'ai pas dit encore, c'est que les déformations plastiques, en plus de déformer et de changer de forme les métaux pour obtenir des formes précises, la déformation plastique des métaux, à condition que la température du métal ne soit pas trop élevée, ça crée un durcissement. Donc les métaux peuvent durcir, ils durcissent en les déformant plastiquement. Donc on appelle ça le durcissement par déformation plastique. Je vais décrire le processus davantage un peu plus tard. Une deuxième façon de durcir les métaux, en ajoutant des éléments d'alliage. Ça, on le savait déjà, mais je vais le décrire un peu plus spécifiquement tout à l'heure aussi. Une troisième façon qui existe, durcissement par changement de phase, de changement de structure. Ça, dans le cours, j'en parlerai pas beaucoup. Peut-être dire que les aciers, lorsqu'on les trempe, c'est selon ce mode-là que les aciers vont se durcir, pour faire apparaître une phase qui apparaît uniquement lors d'un refroidissement rapide à partir d'une haute température. Les aciers acquièrent beaucoup de dureté et de résistance. Il y a un changement de structure qui s'effectue dans l'acier.
Une autre façon, le durcissement par précipitation, que je vais décrire un peu plus loin, et un dernier qui est le durcissement par raffinement des grains. Oui, les fameux grains dont on vient de parler, là, ben, peuvent influencer la résistance mécanique, ben, les propriétés mécaniques de manière générale. Je vais commencer par le durcissement par déformation plastique. Un nom en métallurgie que l'on utilise pour décrire le phénomène, ça s'appelle l'écrouissage. Donc, lorsque vous déformez plastiquement un métal en bas d'une certaine température, donc il ne faut pas que le métal soit trop chaud par contre, ben, il y a un phénomène qui se déroule dans le métal qui s'appelle l'écrouissage, et c'est selon ce phénomène-là que le métal va se durcir là, au fur et à mesure qu'il se déforme. Mais bon, qu'est-ce qu'une déformation plastique? Ben, on comprend qu'une déformation plastique, c'est une déformation qui est permanente, qui est imposée au métal. Lorsqu'on lamine, par contre, lorsqu'on fabrique du papier d'aluminium, ben, l'épaisseur, elle est conservée. Hein. Le papier d'aluminium, il ne s'épaissit pas au magasin. Donc, c'est permanent comme déformation. Sous l'action d'une contrainte suffisante, donc il faut appliquer une contrainte pour imposer cette déformation-là à la pièce métallique, le métal va se comporter, comme on l'a vu au chapitre sur les possibles déformations plastiques, il va se comporter comme une gomme à mâcher. Voilà. Donc j'ai mis une petite madame qui fait une ballonne avec une pièce de métal, probablement de l'aluminium, qui subit une opération de laminage, donc qui subit une réduction d'épaisseur. Donc vous êtes capable de mâcher de la gomme dans votre bouche, la gomme se déforme plastiquement de manière permanente. Hein, c'est pas un élastique en caoutchouc que vous mâchez, c'est une gomme, donc quand vous appuyez sur vos dents sur la gomme reste déformée. Le métal réagit comme ça aussi lorsque on applique une charge. Dans un métal, les atomes ne sont pas collés entre eux. C'est-à-dire, ils se touchent, ok, mais ils ne sont pas collés comme s'ils étaient collés avec de la colle au point de contact. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on applique une charge sur le métal, les différents atomes qui sont empilés les uns sur les autres, tels que représentés à l'écran, si la force est suffisante, donc force représentée par les deux flèches oranges de chaque côté, donc vous avez ici une pièce de métal, imaginez une tige métallique que l'on met en traction, donc en tirant sur la tige de chaque côté, on applique une force. Et là, si on fait un zoom, donc à un point quelconque du métal, et qu'on regarde les atomes à l'intérieur, bien, on voit l'empilement des atomes ici. Et les atomes, eux, bien entendu, ils sentent cette force-là s'appliquer. Donc, si la force est suffisante, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plans d'atomes que vous avez vus ici, donc vous avez ici sur l'image 4 étages d'atomes, bien, les plans d'atomes, ils peuvent glisser les uns sur les autres, comme des cartes d'un jeu de cartes. Donc, par exemple, si vous avez un réseau cubique à face centrée ici, bien, vous pouvez percevoir qu'il y a 3 couches. Donc, la première au-dessus, le premier étage, avec les 5 atomes du dessus, les 4 atomes de l'étage du milieu, et les 5 atomes, l'étage qui est en bas, qui est identique à l'étage du haut. Bien, vous voyez là, les 3 plans bleus que j'ai représentés, on pourrait dire que c'est des cartes à jouer. Et si la force est suffisante, bien, les atomes vont pouvoir glisser les uns sur les autres, comme les cartes d'un jeu de cartes. Donc, si la force est suffisante au départ, donc, vous voyez, il y a 4 couches d'atomes, mais les deux premières supérieures vont glisser sur les 2 étages d'en bas. Donc, c'est la deuxième étage qui va glisser sur la troisième. Là, vous voyez que le glissement est amorcé. Et puis là, pouf, complété. Là, on a fait glisser le plan numéro 2 par rapport au plan numéro 3. Donc, les atomes ont changé de position. Les atomes de la deuxième couche ont changé de voisin par rapport à la troisième couche.
Donc, ça, on appelle ça, là, c'est la déformation plastique. La déformation plastique est le résultat du glissement de plans d'atomes les uns sur les autres. Et là, on voit qu'au total, ça implique une déformation. Donc, la petite ligne rouge qui est apparue là, en bas de l'écran à droite, ben, ça a été l'allongement. On voit que l'image d'en haut est moins longue que l'image d'en bas. Et si on reproduit plusieurs fois ce glissement-là, puis même qu'on s'imagine que ce même glissement-là a lieu sur d'autres plans, ben, on pourra s'imaginer que sur l'ensemble du métal, la déformation, elle est mesurable. On peut l'apercevoir à l'œil, nous, quand on considère toute la pièce métallique dans son ensemble. Ben, quand on déforme, lorsqu'on lamine, lorsqu'on étire le métal à plusieurs niveaux, on peut même doubler, tripler la longueur d'une plaque de métal au laminage, par exemple, ben, c'est le résultat du glissement de milliards et de milliards de plans qui, additionnés ensemble, font en sorte que ça en a comme résultat une déformation totale, mesurable, qui peut être perçue par nous, les humains. Voilà. Donc, autre chose à dire par rapport au durcissement par déformation plastique. Au fur et à mesure que les plans glissent, la force nécessaire est de plus en plus élevée parce que les plans sont de plus en plus difficiles à faire glisser. Donc, tantôt, il faut que je rappelle que là, je vais expliquer le durcissement par déformation plastique. Mais pour comprendre le durcissement par déformation plastique, il fallait au départ comprendre comment opère la déformation plastique au niveau des atomes. Donc, au départ, le métal, les plans sont faciles à faire glisser, puis au fur et à mesure qu'on fait glisser des plans, vous voyez que les flèches grossissent là, pour montrer que c'est de plus en plus difficile et que ça demande une force davantage supérieure. Donc, le métal est de plus en plus dur, plus en plus résistant au fur et à mesure qu'on fait glisser des plans. C'est ce qui s'appelle le durcissement par écouissage. C'est sûr qu'il y a une explication fondamentale à ça, mais ça dépasse le cadre du cours. Ça demeure un cours d'initiation en métallurgie. Là. Je ne commencerai pas à vous expliquer la raison du pourquoi, fondamentalement, pourquoi que les plans sont de plus en plus difficiles à faire glisser. Je vais prendre une pause à ce moment-ci pour terminer donc la première partie du cours du 29 octobre. Je vais reprendre pour une deuxième capsule. Il va y avoir 3 capsules pour le cours du 29 octobre. Je vais poursuivre avec le deuxième type de durcissement qu'on appelle le durcissement par mise en solution solide. Voilà.